Bonsoir et bienvenue à ce tout nouvel épisode de l'Hebdo, votre référence en actualité estivale sur les ondes de TVBL. Mon nom est Héloïse Lagacé et je suis votre animatrice. Ce soir à l'émission, on découvre le football australien à Mirabel avec l'Association de football australien du Québec. On sera ensuite à Bois-des-Filions pour le tant attendu retour de la journée Ville-Fleurie sous son format original. La ville de Saint-Eustache nous donne un avant-goût de ses activités pour la fête nationale et le parc régional de la Rivière-du-Nord annonce un vent de changement pour sa gestion et son accessibilité. Le Symposard de Saint-Eustache, quant à lui, présente une variété d'œuvres d'art figuratif créées par des artistes venus de partout au Québec. Finalement, Alexis nous explique comment se trouver un emploi cet été. Bonne émission! Le football australien. Est-ce que vous connaissez ça, vous? Si la réponse est non, pas de panique, on a fait nos recherches pour vous. Le football australien, c'est un jeu qui est très populaire en Australie, mais qui est très peu connu ici au Québec. Dans le fond, c'est un jeu qu'on joue avec un ballon comme celui-ci. Et dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est le kicker entre deux poteaux pour faire 6 points. Puis si on rate, à côté, c'est 1 point. C'est un jeu qui est rapide, demande beaucoup de cardio, mais dans notre ligue, on a quand même des gens là, de tous les niveaux, puis on a une super communauté, je pourrais dire, à AFL Québec. C'est vraiment chouette. On a notre ligue métro qui se joue les dimanches au Collège Vanier à Montréal. On a 3 équipes masculines, 2 équipes féminines. Alors, on se fait durant la saison d'été là, un petit championnat. On veut faire découvrir ce sport-là parce que, comme je vous dis, ça fait 130 ans là, que ça existe en Australie, mais ici au Québec, c'est très peu connu. À AFL Québec, on est vraiment l'association provinciale. Donc, on a une ligue très locale à Montréal. J'ai dit qu'on voulait la partir à Mirabel, partir un club à Mirabel. Mais on a le programme compétitif qui est les Saints du Québec. Donc, on joue, il y a beaucoup d'Australiens à Montréal qui connaissent bien le sport puis qui nous entraînent. On va jouer à Ottawa, on peut aller jouer à Toronto. Il y a un tournoi féminin à Calgary où est-ce qu'on va envoyer quelques-unes de nos femmes du Québec compétitionner là-bas. Puis à chaque année, on va aux États-Unis en octobre pour jouer le Nationals aux États-Unis. C'est la plus grosse compétition amateur en Amérique du Nord. L'année passée, on a fini 4e dans la division 1. Donc, c'était quelque chose. On est quand même content parce qu'on jouait dans la division 2 avant. Cette année, on ne sait pas si ça va avoir lieu. C'est sûr qu'avec toute l'incertitude, avec ce qui se passe au niveau des frontières, tout ça, on est encore en pourparlers, mais c'est sûr que c'est une organisation qu'on adore, puis on collabore très bien avec eux. C'est ma 3e année à temps plein. Ça va super bien. Pour vrai, j'adore ça. Vraiment beaucoup. Là. C'est vraiment un super beau sport. Et c'est David qui m'a fait découvrir. J'ai regardé des matchs à la télé, puis je suis tombé en amour avec le sport. J'avais peur au début du contact, mais finalement, c'est quelque chose que j'apprécie, fait que c'est parfait. Qu'est-ce que j'aime le plus du sport? C'est que c'est très dynamique, ça l'arrête jamais. Tu touches beaucoup au ballon, toujours impliqué, très cardio. Pour avoir une vision complète du jeu, fait que j'adore tout ça dans le fond. L'essayer, c'est sûr que vous l'adoptez. Dans le fond, c'est un sport qui combine plein de trucs de plein d'autres sports. Puis au bout de la ligne, ben c'est super complet, très cardio. Puis finalement, les contacts, c'est pas si pire que ça. Ça fait partie du jeu, mais c'est pas tout le jeu. Notre communauté, les gens qui aiment le footy, ils aiment le footy. Puis à chaque fois qu'on vend le footy puis il y a quelqu'un qui vient dans notre communauté, il adhère, ça c'est sûr. C'est sûr que la pandémie, avec la Ligue qui existe depuis 2008, la pandémie nous a pas aidés. Fait que là, on est revenu à peu près à une centaine de membres au Québec. Mais là, aujourd'hui, à Mirabel, on a des gens qui viennent de Sherbrooke, on a des gens qui viennent de Montréal, de Mascouche. Les mercredis soirs, c'est encore au Collège Vanier à Montréal. Les entraînements sont gratuits. On inclut tout le monde. On est là pour vraiment faire connaître le sport, découvrir les gestes techniques. On prend les gens du départ, puis on va jusqu'à la fin. Moi, je viens d'Australie, puis donc j'ai grandi avec le sport depuis que j'étais un petit garçon. Donc, c'est ça. On me promène pas mal avec le Saints de AFL Québec, comme tu as dit, en Ontario, pour jouer contre les Swans de Ottawa souvent.
Chaque année, on a le tournoi USAFL Nationals. Donc, on envoie une équipe de toute notre ligue AFL Québec, le Saints. Je pense que cette année, c'est en Arizona. Donc, c'est vraiment nice de voyager en États-Unis. Si tu veux essayer le football australien, simplement contactez-nous sur nos sites de AFL Québec. On est sur Facebook, Instagram, Twitter, genre tous les réseaux. Puis ouais, envoyez-nous un message. Puis les entraînements sont gratuits. Donc viens essayer le sport. On va apprendre les skills avec toi. Puis si tu aimes ça, tu viens les fins de semaine puis jouer avec nous. Si le footy a piqué votre curiosité, rendez-vous sur le site web de l'Association de football australien du Québec. Le 31 mai dernier avait lieu la journée Ville fleurie de Bois-des-Filions. Avant même l'ouverture du site, une file d'attente s'était déjà créée pour cet événement qui n'était pas revenu en présentiel depuis la pandémie. TVBL était sur place pour l'occasion. Cet événement-là n'avait pas eu lieu depuis, dans cette façon de faire-là, depuis l'avant-COVID. Parce qu'avec la COVID, là, depuis 2020, on avait changé de formule, mais les gens nous demandaient le retour à cette activité-là. Vous voyez, c'est plein de monde. Les gens apprécient beaucoup. Les gens nous disent merci. Très, très apprécié de la population de Bois-des-Filions. On donne des vivaces. On donne également là, 2 tournesols. On donne un petit sachet de graines de tournesol à planter. Cette année, le tournesol, c'est la fleur emblématique de la ville de Bois-des-Filions. Fait qu'on veut mettre plein de soleil dans la vie de nos gens sur le territoire de Bois-des-Filions. Ce qu'on a fait cette année, on les a en poche et on les a en vrac. Le compost qui est en vrac vient du compostage domestique qu'on fait chez nous. Le contenu du bac brun est traité dans une firme à Brownsburg-Chatham pour donner du bon compost pour que les gens puissent ajouter un petit peu de vitamines à leur plantation. À la fin de l'été, on demande aux gens de fleurir leur parterre. On a une équipe de bénévoles qui se promènent dans la ville, des inscriptions, on prend des photographies, puis habituellement à la fin du mois d'août, début septembre, on fait un événement qui est pour reconnaître les plus belles maisons. Sont toutes belles, mais il y en a qui mettent beaucoup plus de temps que d'autres. Fait que ça permet aux gens qu'on puisse reconnaître le travail qui a été fait durant toute l'année. C'est sûr que plus on plante de végétaux dans notre ville, bien, plus ça a des impacts au niveau du plan vert. C'est sûr que ça reste des fleurs, des arbustes, mais chaque petit morceau de gaz à effet de serre qu'on est capable de sortir, bien, ça permet de purifier un petit peu l'environnement. Chaque petit geste compte, c'est ça au niveau environnemental. Si chacun fait un petit effort, bien, ça permet d'améliorer l'environnement dans son entier. On va assumer plus de plantations, on va rétention un petit peu plus d'eau, pas d'eau potable, mais l'eau de ruissellement. C'est sûr que la majorité, c'est de la plantation de nouveaux arbres, la préservation de ces arbres-là. Tu sais, chez nous, on s'appelle Bois-des-Filions, bien, on veut conserver le mot bois au niveau des citoyens. Fait que la préservation de tout notre couvert forestier, fait que ça permet avec un arbre, bien, on purifie, fait que ça permet de garder l'air le plus pur possible avec les impacts des autos et tout ça, mais c'est ce qui est fait. Là, 1 an et demi à peu près, là, on a modifié la grosseur de notre bac à déchets. On a mis un plus petit bac, puis on a incité les gens à... Il y a quelques années, on avait un bac, c'était le bac à vidange. Là, aujourd'hui, on a un bac de recyclage, un bac de compost, puis un bac à déchets. Fait que le but, c'est de réduire les déchets. Ce qui a été atteint là, dans la dernière année, on a eu une réduction des déchets qui est envoyée au site d'enfouissement de l'ordre de 30 %. Fait que ce travail-là, bien, les citoyens l'ont fait. C'est sûr que c'est changer les habitudes des gens, mais quand les gens font attention, les gens trient de façon adéquate, bien, il y a possibilité. Puis, vous le voyez là, dans le terreau, c'est nos déchets domestiques, les pleurs de bananes, les pleurs de pommes. Fait que c'est ce que ça permet de faire au lieu de...
enfouir ça au niveau du site d'enfouissement, bien, c'est réutilisé à l'infini. Les gens apprécient ce genre d'initiative-là, puis c'est sûr que nous, quand on voit ça, bien, pour nous, c'est sûr que c'est à répéter. Il sera possible de participer au concours d'aménagement paysager Ville-Fleurie du 30 juin au 31 août prochain. Les personnes inscrites courent la chance de remporter une carte cadeau de 100 $ à dépenser dans un commerce sélectionné de Bois-des-Filions ou l'opportunité de faire la une de l'édition Printemps du Boisé. Alexis, rebonjour. De quoi tu nous parles cette semaine? J'ai décidé de vous parler des emplois d'été, donc pendant la saison estivale qui concerne les jeunes. Donc, qu'est-ce qui se passe pour le recrutement, des trucs pour bien rédiger sa candidature et faire bonne impression aussi, mais aussi que les jeunes ont de moins en moins d'opportunités d'être embauchés dans des entreprises parce qu'il y a de moins en moins de demandes. Vraiment? OK. Ouais. Puis comment ça marche, mettons, c'est quoi les données à peu près? Après la pandémie, il y a eu un gros boom. Il y a eu beaucoup d'emplois qui étaient disponibles pour les jeunes. Les entreprises y recrutaient beaucoup. Il y avait beaucoup d'opportunités. Mais depuis, la tendance est à la baisse et il y a de moins en moins d'opportunités pour les jeunes. Et quand on parle des jeunes, on parle de quelle tranche d'âge à peu près? De 15 à 19 ans à peu près. Parfait. Et comment on fait pour se trouver un emploi? Justement, si c'est plus difficile, quels sont les gestes qu'on peut faire pour s'aider à trouver un emploi? C'est assez difficile, effectivement, surtout pour un jeune qui a peut-être moins de ressources, etc. Mais il faut savoir qu'il y a des outils qui existent pour justement nous assister dans notre recherche d'emploi, notamment consulter des sites Internet, aller voir le site de notre ville. Il pourrait avoir des opportunités dans les camps de jour ou dans les petits travaux que la ville propose. Et sinon, il existe aussi des plus grosses plateformes comme Indeed, j'en passe. Et il y a aussi des carrefours jeunesse emploi. Donc ça, il y a pas mal ça dans toutes les régions du Québec. Ici, dans les Basses-Laurentides, il y a Carrefour Jeunesse Emploi Rivière-du-Nord. Donc, ils proposent des ressources gratuites et personnalisées pour les jeunes, dans le fond. Et ils les accompagnent dans la rédaction d'un CV, dans comment bien se préparer à une entrevue, un entretien d'embauche, mais aussi où chercher, où aller pour trouver un emploi. Définitivement. Puis justement, tu parlais de faire un CV, de l'entretien d'embauche. Comment ce processus-là se passe? Puis comment mettre les chances de notre bord, en fait, pour que ça fonctionne? Bien, pour un CV, j'ai fait des petites recherches et c'est recommandé de ne pas faire d'erreur d'orthographe parce que ça paraît assez mal. Et sinon, de mettre en avant ses expériences vécues dans sa vie. Oui, quand on est jeune, on n'a pas nécessairement des expériences professionnelles, mais juste dire qu'on a fait du sport, qu'on s'est impliqué dans, mettons, une troupe de danse, une troupe de théâtre, ça a quand même un poids et ça montre à l'employeur que tu es motivé, que c'est convaincant de montrer que oui, tu as fait des choses, même si c'est pas professionnel, ça peut vraiment aider. Et sinon, aussi mettre ses qualités humaines de l'avant, donc ta motivation, ta confiance en toi, tes capacités de communication, ça a un lourd poids. Très bien. Et justement, au moment de l'entretien d'embauche, c'est quoi le processus généralement? Comment ça marche chez les jeunes? Chez les jeunes, un grand conseil que j'ai surtout beaucoup retrouvé, c'est d'avoir une tenue soignée et aussi d'avoir un langage corporel ouvert à la discussion. Donc, on se tient droit, on a une bonne posture. Ça donne souvent déjà une bonne première impression pour l'employeur et on met toutes les chances de notre côté. Parfait. Et pour les jeunes en général, quels sont les emplois qui sont le plus souvent accessibles à eux? Bien, ça pourrait être dans des petits commerces locaux, mettons à la crèmerie par exemple, ça revient souvent. Ou sinon, serveur dans des restaurants, mais ça, il faut un peu plus de connaissances. Ou les jeunes peuvent aussi se partir leur propre petite entreprise. On n'en parle pas beaucoup, mais oui, on peut se faire embaucher, mais on peut aussi se développer comme petit entrepreneur. Il y a bientôt les petits entrepreneurs qui arrivent. Oui, donc, ça pourrait être une bonne occasion de ramasser un peu d'argent, de partir sa petite entreprise. Sinon, ça peut être du lavage de voitures, et j'en passe. Puis justement, tu disais que les villes offrent des opportunités d'emploi pour les jeunes dans les emplois d'été spécifiquement. Tu as mentionné les camps de jour, je pense qu'il y a aussi être sauveteur, etc. C'est quelque chose de disponible pour les jeunes. Oui, c'est vraiment disponible. Souvent, les villes, ils en cherchent parce que, tu sais, avoir une plage publique, il faut des sauveteurs. Donc, oui, les jeunes, je pense que ça, il faut aussi avoir les formations nécessaires pour ça. Mais oui, c'est quand même des belles opportunités. Et animateur de camp de jour, ça peut être une très belle expérience pour un jeune.
Super. Et avec toutes les recherches que tu as faites, quel est le conseil principal que tu donnerais à quelqu'un dans la recherche d'emploi? De rester soi-même parce que ça ne sert à rien de se bâtir un personnage dans ton entretien d'embauche, dans ton CV, si tu vas passer quelques semaines là-bas parce que l'entreprise voit que tu n'es pas comme mentionné. Merci beaucoup, Alexis. Très pertinent. Donc, la balle est lancée pour les jeunes. C'est très pertinent. Merci beaucoup. Puis, on se voit la semaine prochaine. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. La ville de Saint-Eustache a dévoilé sa programmation de la fête nationale le 22 mai dernier à la petite église Cabaret Spectacle. Allons y jeter un coup d'œil. Cette année, assurément, on est toujours fort populaire là, comme fête régionale dans les Laurentides, mais on attend des milliers de personnes. Donc, on va inviter les gens à se déplacer tôt pour assister à l'événement. Et évidemment, en plus de ça, le 23 juin, c'est le soir du traditionnel feu d'artifice l'éveil. Donc, assurément, ça sera une soirée à ne pas manquer. Alors, on attend les festivaliers les 23 et 24 juin prochains au cœur du Vieux-Saint-Eustache dans les jardins du manoir Glebensky. Le 23 juin, on aura l'occasion de recevoir Cindy Bédard en première partie des Sales Barbes. Également, Sam T qui va venir clôturer la soirée avec tout en musique, soirée DJ jusqu'aux petites heures du matin. Pour ce qui est du 24 juin, c'est notre traditionnelle journée familiale Métro Plus. Alors, les petites familles sont invitées. Il y a une panoplie de belles activités, des beaux spectacles en après-midi également. Et en soirée, on aura le groupe local Stéphane Pilon ainsi que Guitar Story. Cette année, le thème Gens du pays, donc pour célébrer les 50 ans de cette hymne incroyable composée par Gilles Vigneault. Gilles Vigneault, résident des Laurentides, donc ça a vraiment une couleur toute particulière pour nous cette année. Et je pense que c'est notre chanson. On l'a vu d'ailleurs ce soir lorsque tout le monde a entamé cette belle composition. Saint-Eustache, on est une ville empreinte d'histoire. Hein? On l'a vu d'ailleurs ce soir avec Stéphane Pilon et sa chanson Neige rouge là, qui revient sur l'histoire de nos patriotes de 1837. Donc, on a vraiment un volet historique qui amène une couleur particulière à notre célébration et à notre fierté également d'être québécois. Alors, une importance pour nous, c'est vraiment que la fête soit accessible pour tout le monde. On parlait des petites familles le 24 juin qu'on accueille avec des célébrations, une proposition particulière pour eux, mais également les gens à mobilité réduite. Donc, on réserve à chaque année, depuis quelques années déjà, le balcon arrière du manoir, de l'affichage qui est fait. Puis on invite vraiment les gens à se déplacer, puis on leur réserve vraiment une belle place pour eux. Alors, EXO nous invite là, à utiliser l'autobus pour se déplacer sur le site de la fête. Donc, tous les autobus qui transigent par le terminus d'autobus de Saint-Eustache sera gratuit. Donc, les gens ont simplement à sauter à bord d'un autobus pour pouvoir en profiter. Les festivités pour la Saint-Jean-Baptiste auront lieu partout dans les Basses-Laurentides. Que ce soit le spectacle de La Chicane à Mirabel, de Michel Rivard à Sainte-Thérèse ou du groupe Les Trois Accords à Saint-Jérôme, ou encore des nombreuses activités familiales comme les jeux gonflables, les camions de rue ou les feux d'artifice, les 23 et 24 juin seront bien occupés dans la région. Le 28 mai dernier, le Parc régional de la Rivière-du-Nord a annoncé plusieurs changements qui se veulent des moyens d'améliorer l'expérience des visiteurs et le rayonnement du parc. Aujourd'hui, on est présent ici pour annoncer le futur du Parc régional de la Rivière-du-Nord. Le Parc régional était géré dans une régie. On change la structure administrative en transférant ça à la MRC de la Rivière-du-Nord. Et qu'est-ce qui justifie ce changement-là? La volonté des municipalités, de changer la structure administrative, parce qu'on l'expliquait tantôt, une structure de régie est difficile à gérer pour un organisme comme juste un parc. En transférant la responsabilité à la MRC, on va être capable de gérer les projets différemment et les financer différemment aussi. Il y a des instabilités qui ont été mentionnées, en fait, qui avaient eu des instabilités à ce niveau-là, au niveau de la gérance. C'était quoi exactement? Ce n'est pas au niveau de la gérance, c'est qu'au niveau des villes environnantes, on est quand même 5 municipalités qui participaient sous forme d'une régie. Et il y avait des demandes de certaines municipalités de se dissocier de cette régie-là. Fait que, au lieu de se dissocier de la régie, en changeant la gouvernance, c'est la MRC qui devient le tributaire de l'aspect régional du parc. À quel changement on peut s'attendre concrètement avec ce changement-là? On a présenté le plan de développement et puis à l'intérieur de ça, j'ai annoncé, première des choses,
un parcours interactif. L'idée, c'est en premier, c'est de mettre en valeur le poste d'accueil, mais sur un horizon de 10 ans, on a même du camping en accès, pas libre, mais organisé. On a la section de la Porte-Rivière-du-Nord qui a un potentiel de développement. Il y a beaucoup de potentiel au parc pour en faire un attrait touristique régional. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur le plan de développement qui a été annoncé? On l'a axé principalement sur 3 axes. Le premier, c'est vraiment l'accessibilité. On veut rendre le parc accessible, on veut développer l'offre pour que les citoyens se l'accaparent. On a annoncé la gratuité pour les municipalités des 5 villes, mais on veut aussi offrir des services complémentaires pour que le touriste puisse venir y trouver son parti. Et il y a beaucoup de belles choses. C'est la nouvelle structure administrative avec le nouveau conseil d'administration qui va voir comment les choses vont pouvoir se développer. Le Symposeur de Saint-Eustache était de retour les 24 et 25 mai dernier au manoir Glomensky. Ovila David-Huard, artiste peintre originaire de Saint-Eustache, était le président d'honneur de cette 6e édition. Le Symposeur de Saint-Eustache, cette année, c'est 35 artistes. Il y a des artistes peintres, sculpteurs, dessinateurs qui ont été sélectionnés par un jury indépendant. Le processus, c'est que les artistes vont envoyer leur dossier et avec leur démarche artistique, leur CV d'artiste. Les jurys vont être séparés, chacun chez soi, pour faire leur critères de sélection qui est préétabli. Puis les critères sont sur les œuvres, sur leur processus aussi artistique, qui vont créer un pointage. Puis avec ce pointage-là, en mettant les 4 jurys ensemble, parce qu'il y en avait 4 cette année, en plaçant les 4 jurys ensemble, à ce moment-là, les pointages s'accumulent et on a vraiment sélectionné et invité les 35 meilleurs artistes. Les gens viennent de partout. Notre président d'honneur vient de Gaspé. Donc, vraiment, là, de partout. Il y en a, oui, des Basses-Laurentides, il y en a de Saint-Eustache, mais il y en a de Québec, il y en a une de Stoke, baie d'Orphée. J'y vais avec mémoire, là, mais il y en a vraiment de partout là, au Québec. En fait, un symposium, justement, c'est de rencontrer là, les visiteurs, c'est de rencontrer les collectionneurs. Nous sommes le seul symposium au Québec qui rémunère les artistes pour participer au symposium. Fait que, oui, ils payent pour l'étude de dossier, mais une fois qu'ils sont acceptés, ils viennent participer, puis après le week-end, on les paye. Wow. C'est vraiment génial. Ça me dépasse toujours d'avoir des titres comme ça, mais j'aime dire que je représente tous les artistes, dans le fond, qui ont été sélectionnés pour participer à ces symposiums-là. J'aime représenter les artistes. D'ailleurs, dans mon art, on voit souvent des fards crayons. Je suis un phare pour les artistes, puis j'adore ça. J'attends jamais d'être inspiré. Je peins parce que j'aime peindre. Alors, je commence avec des couleurs que j'aime, des textures de fond. Je fais juste peindre. Puis, à un moment donné, comme j'ai le dessin facile, il y a quelque chose qui apparaît, puis je rentre dedans, tout simplement. Mais mon but, avant tout, c'est de toucher le plus de monde possible, de stimuler votre imaginaire. Ça, c'est ce que j'aime. J'ai choisi cette œuvre-là, dans le fond, parce que là, ça fait 5 ans que j'habite en Gaspésie. Puis j'ai remarqué en Gaspésie qu'il y avait une floraison sauvage très intense à un certain moment donné dans l'été. J'ai voulu comme l'interpréter dans un décor champêtre qui rappelle un petit peu la Gaspésie. Puis bon, l'épouvantail qui est ici avec les poules. J'ai créé une ambiance, dans le fond, c'est que c'était tranquille, mais qu'il se passe plein d'affaires en même temps. Des couleurs inhabituelles, parce que je suis habitué de travailler avec les bleus, surtout, si vous voyez mes œuvres derrière moi. Donc, j'ai voulu, dans le fond, partager cette passion-là pour la floraison sauvage de la Gaspésie. Les gens s'achètent un billet, puis le tirage va se faire demain, ici, à la fin du symposium. Je suis une preuve vivante que c'est possible de vivre de son art. Je dirais ça à tous les enfants du monde qui pensent que c'est peut-être juste une activité, même pour les parents qui voient un talent dans les enfants. Les parents doivent pousser. Si les enfants, s'ils décèlent le moindre talent dans l'enfant, les parents doivent pousser l'enfant à aller plus loin encore parce que c'est possible d'en vivre. Ça peut devenir un métier comme le mien aujourd'hui. Les prix à gagner, en fait, c'est des certificats. Il y a le prix, le certificat coup de cœur du public.
Donc, tous les gens qui viennent visiter notre symposium vont voter pour leur artiste coup de cœur. Nous, on cumule les votes, puis à la fin, il y a comme le coup de cœur du public. Et aujourd'hui, les jurys sont présentement à faire le tour pour le coup de cœur du jury. Il y a une possibilité d'acheter sur place. Souvent, beau temps, mauvais temps, les collectionneurs, les visiteurs sont au rendez-vous, comme on disait là, tout à l'heure. Puis, effectivement, ils peuvent acheter leurs œuvres coup de cœur, finalement. En fait, cette année, là, il y a quelque chose de nouveau, c'est le volet jeunesse. Nous, on y tenait parce que notre symposium, on aime vraiment que ce soit familial parce que la ville de Saint-Eustache, finalement, c'est une ville familiale. Donc, on s'est dit, OK, il faut apporter quelque chose encore plus pour la jeunesse, pour la famille. Et notre nouveau volet jeunesse, justement, il y a 4 jeunes de 17 ans et moins qui exposent dans notre grand chapiteau cette année. Ici, c'est le Sympo des Mini. Alors, le Sympo des Mini, en fait, c'est que les artistes peintres qui ont été invités à notre symposium nous fait un don d'une toile, une mini-toile, une mini-œuvre d'art. Et les enfants de 17 ans et moins sont invités à venir se choisir une œuvre sans que les parents viennent avec eux. Alors, c'est vraiment eux qui choisissent l'œuvre au coût symbolique, finalement, significatif de 20 $. Donc, ils peuvent avoir une œuvre d'art qui en vaut 150 $ et plus au coût de 20 $. Ici, on est à l'art de la récup. Tous les artistes peintres qui sont sur le site du symposium sont invités à venir peindre une petite partie du bac de jardinage. On a aussi une chaise Adirondack. Et à la fin du symposium, on va faire tirer les deux. Fait que les gens peuvent se procurer des billets de tirage pour gagner un ou l'autre. On tient à remercier les bénévoles, évidemment. C'est juste nous, le comité organisateur, on ne pourrait pas réussir un symposium de cette ampleur-là sans nos précieux bénévoles. Alors, merci à nos bénévoles. Les prix Coup de cœur du jury et Coup de cœur du public ont respectivement été remis à Sonia Isabelle et à José Tellier, sélectionnés parmi pas moins de 35 artistes exposés. Et voilà, c'est ce qui conclut cet épisode de l'Hebdo. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous le 11 juin prochain dès 19h pour encore plus d'actualités estivales dans les Basses-Laurentides. À la semaine prochaine.